C'est un génie extraordinaire. Les yeux dans les yeux. Le défi terrible entre Néo-Zélandais et Français sur ce haka. Oh le frisson Thierry. C'est bon, oh, c'est bon Thierry. C'est très bon ça. Les amis, la France, c'est même pas qu'elle sera pas championne du monde. C'est que la France est tombée. Avec les honneurs, on va en discuter, contre l'Afrique du Sud en quart de finale hier soir. Un match épique, rugbystiquement très intense. Le premier commentaire, Vincent, sur le résultat du match, évidemment, pas perdre d'un point, c'est toujours très difficile. Ouais, alors forcément très déçu et en même temps, ce qu'on pouvait craindre, c'est de passer à côté du match. On n'est pas passé à côté du match. On perd d'un point. Alors après, on va pouvoir discuter et il y aura forcément des regrets, des remords, des points rageants, mais on n'est pas passé à côté. Et c'est la glorieuse incertitude du sport. On perd d'un point, on peut gagner d'un point, on peut gagner de deux. Si les poteaux avaient été carrés, s'ils avaient été carrés cette fois-ci, on aurait peut-être gagné de 2 points. Et voilà. Pour la pénalité de Ramos qui tape sur le montant, n'est-ce pas ? C'est celle-là qui nous manque à la fin, quand même, l'air de rien. Ouais. Évidemment. Jérôme, j'ai l'impression quand même que ce match-là, on a eu deux oppositions de style, mais avec un gros travail tactique de la part des deux équipes, mais on a l'impression que Rassi Erasmus a battu Fabien Galtier. De toute manière, quand vous perdez le match, c'est que forcément, celui qui a les clés avant que le match démarre, c'est-à-dire le coach, le manager, l'entraîneur, vous l'appelez comme vous voulez, et qui les donne après aux joueurs, oui, Erasmus a gagné. Après, l'équipe de France a aussi eu une période, et c'est là pour moi la plus importante, au-delà des trucs, on va en discuter des arbitrages. À un moment donné, tu joues, t'es à 15 contre 14. T'es à 15 contre 14. Tu mets à peine 3 points. Il y a un moment donné, t'as la dernière possession de balle. C'est toi qui l'as. T'as un point de retard. Tu te mets jamais en position pour pouvoir aller tenter un drop. Il y a un moment où les Sud-Africains, ils viennent 3 fois seulement chez toi. 3 fois. Ils scorent 3 fois. Et 3 fois, ils marquent. Donc tes interrogations, elles sont aussi sur toi-même, sur ce que tu as fait. Et je rejoins Vincent sur le fait que on n'est pas passé à côté du match. Il a été d'anthologie pour demain, parce qu'on le reverra, parce que c'est triste, parce que tout ce que l'on veut. Oui, très certainement. Parce que je sens qu'il boue. On a gardé Pierre en cache sur la question, et c'est la raison pour laquelle on lui donne la parole le dernier. Parce on va lâcher les chevaux. Oui, les arbitres, oui, l'arbitrage, oui, mais ça s'appelle apprendre. Ouais, Pierre. Et pour le moment, on fait que comprendre. Je comprends la grande leçon de moralité que Jérôme veut nous donner et l'éducation pour ses enfants en disant que le meilleur a gagné, que le travail, les valeurs, tout ça fonctionne. Mais on s'est fait baiser complet. On s'est fait niquer. Voilà, il faut parler rugby. On s'est fait niquer. Parce que là, derrière Vincent, il y a une petite affiche de l'équipe. Il y a une équipe de l'affiche avec Usain Bolt qui est marqué en géant. A priori, le record du monde de vitesse d'Usain Bolt n'a jamais été battu. Mais hier, il a été battu par Colby parce que sur les 25 mètres, il a couru beaucoup plus vite qu'Usain Bolt sans avoir des talons aiguilles, sans avoir les pointes, sans avoir un tartan sur une simple herbe avec des godasses et une armature. Mais il est parti avant. La transformation de Ramos, n'est-ce pas ? Évidemment, il est parti avant. Et c'est 2 points. Alors vous pouvez me faire tous les sujets mathématiques. C'est avec ces 2 points, Fabien avait raison et Erasmus avait tort. Voilà. Parce qu'on ne savait pas qu'ils avaient Usain Bolt. Et donc Usain Bolt était dans le corps de Colby, qui est parti et il a couru plus vite qu'Usain Bolt. Comment se fait-il que l'arbitre ne prenne pas l'assistance vidéo pour confirmer le contre qui, c'est vrai, semble un peu particulier? Moi j'ai une hypothèse. Le Commonwealth. D'accord, alors le Commonwealth, donc c'est le fameux complot dont les Français s'affublent depuis 75 ans, qui disent que
l'arbitrage anglo-saxon favoriserait les anglo-saxons. Ah, c'est un complot ou c'est un théorème? Parce qu'il est souvent vérifié quand même. D'accord. Alors vas-y, est-ce que tu peux étayer, Vincent? Non mais on sait, et Pierre le développera certainement mieux que moi, mais c'est un sport anglo-saxon. Donc dans les anglo-saxons, ils sont forcément déjà ensemble, et puis après, ils peuvent régler leurs affaires entre eux. Mais d'abord, ils éliminent ceux qui ne sont pas anglo-saxons. Dans plein de domaines, dans le business certainement, et dans le sport, ça se vérifie régulièrement. Les règles sont établies en anglais. Évidemment. Donc, si tu es un Géorgien, un Italien, un Espagnol, un Portugais, un Français, tu parles moins bien l'anglais. Donc, le problème, la colère, elle vient du fait que, d'un côté, on a super bien joué. Donc, on ne peut pas dire on n'ait pas eu notre chance, on a eu plus que notre chance. La colère, elle vient du fait qu'une partie de la responsabilité de l'échec, elle nous incombe. Et la colère, elle vient qu'une partie de l'échec est extérieure à nous et démarre avant le match. La gestion de la pression psychologique sur l'arbitrage, sur la présence ou la non-présence des Français dans World Rugby depuis le départ de Bernard Laporte et de Claude Haché, fait qu'il y a une absence totale de représentants du rugby français dans World Rugby. On rappelle que Bernard Laporte était vice-président de World Rugby, pressenti pour être le successeur de Bill Beaumont, qui est le président actuel, et que après avoir démissionné de la Fédération française de rugby, il a été sommé de démissionner de World Rugby. Donc la question c'est, imaginez que sur World Rugby, on était en capacité d'influer, ou en tout cas de participer à des réunions, et qu'aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Donc, de fait, vous n'avez pas l'arbitrage, le comité d'arbitrage, l'arbitre, même si c'est un Français ou autre, enfin, ça fait bien longtemps qu'il est plus anglo-saxon que français, Joël juge. Donc, on est dans un schéma où aujourd'hui, même les arbitres français ne sont plus invités, puisqu'il n'y a que Mathieu Reynal qui est arbitre central, alors que la Coupe du Monde précédente, on était 3 ou 4, et qu'on avait les King of the King. Il y avait Barnes et il y avait nos Français. Je veux dire, Pepper et les autres étaient derrière. Ok. Et par rapport à ça, on n'est donc plus mêlé aux petites discussions dans les hôtels. Enfin, on a tous fait du sport de haut niveau. Quand tu es dans un tournoi, tout le monde est logé dans un hôtel et tu vas prendre un bar et au bar tu discutes et comment tu vois le truc. On joue de l'influence, donc là, c'est ça, on fait du lobbying. Le problème, c'est que les arbitres internationaux qui interviennent dans le cadre de l'équipe de France de rugby interviennent sans avoir exercé depuis 4 ans. Et donc, il y a forcément un petit décalage. Enfin, je veux dire, si on est dans la finance et que il y a 4 ans, on était le patron de Lehman Brothers et que 4 ans après, on est un gentil retraité consultant. Donc on peut vivre de son passé, mais on n'a pas les mêmes codes que si on est à Davos, en plein dans les nouveaux trucs. Et là, force est de constater que, de façon factuelle, on n'est pas dans l'organisme World Rugby. Ensuite, le body language, comportement du corps qui sert les Anglais, les Anglo-Saxons, n'a pas la même signification visiblement pour les Français que pour les autres. Si vous voyez Farrell sur le match Angleterre-Fidji, si vous voyez le talonneur de l'Afrique du Sud contre nous, si vous voyez Sexton, si vous voyez Kane, le All Black, ils interviennent et lourdement auprès de l'arbitre. Nous, on vient gentiment lui dire, vous êtes sûr que vous n'avez pas vu, on fait les yeux noirs, mais si on avait eu 2-3 leaders qui vont, c'est pas très rugby, mais à côté de l'arbitre, en disant bon maintenant ça suffit, et que le stade réagit, parce que du coup la télé est obligée de prendre en compte, obligée de voir pourquoi les Français sont aussi virulents sur la chose, t'amènes une pression qui n'est pas la même. Donc moi je dis, malheureusement dans mon pire cauchemar, tout cet aspect psychologique de pression sur l'arbitre, on a été trop gentil. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à la mi-temps, on peut faire le bilan. C'est vrai que la principale action litigieuse, c'est quand Eben Estebet fait un en avant, qui est un en avant volontaire, qui casse l'action. On peut passer de 7-0 à 14-0. Juste après, on arrive à 7 partout. Est-ce que après, ensuite, à la mi-temps, normalement, on fait du lobbying auprès de l'arbitre? Mais attends, Colby bat le record de vitesse. Alors donc, dans la première mi-temps, il y a ça. Il y a l'autre qui tamponne Danty au niveau de la tête. C'est pas revu
revu. Enfin, je veux dire, C'est pas revu, c'est ça. Le reproche, c'est qu'on n'utilise pas la vidéo alors qu'on s'est battu pour l'avoir et que la vidéo résout énormément de questions. Ouais, enfin. Ouais, mais après, la problématique. Après, on s'est battu, on aurait pu jouer différemment et. Non, mais je pense surtout que. Et on viendra au niveau de l'équipe. La problématique, c'est qu'à un moment donné, il faut que, pour faire ce que Pierre, tu exprimes là, il faut que ça soit culturel, il faut que ça soit ancré, parce que sinon, tu vas te perdre. Si c'est pas dans ta culture, si c'est pas dans ta capacité à savoir appréhender cette gestion corporelle, c'est-à-dire cette manière de te positionner par rapport à l'arbitre, par rapport à ton adversaire, etc. Il faut savoir le faire. Fabien, quand il jouait, Galtier savait parfaitement jouer de ça, notamment. Par exemple, pas que, mais et donc tu peux pas aller contre ta nature. Par contre, ce que tu peux, c'est adapter ta nature. Et là où je trouve que on a peut-être certainement pu manquer de choses, c'est de ne pas être capable de réadapter par rapport à ce que les Sudaf nous proposaient, qui était nouveau, c'est-à-dire ce jeu au pied avec ces chandelles mises sous pression. Et c'est là où, à mon avis, il y avait peut-être ce moment de se réadapter là-dessus. Pour être dans le prolongement de ce que dit Jérôme, je pense qu'il ne faut pas que... Parce que c'est un élément de différenciation entre le foot et le rugby, que les joueurs de rugby deviennent des footeux auprès de l'arbitre. En revanche, tout le travail en amont, hors terrain, oui, celui-là, il doit nous servir de leçon quand même, parce que là, on est passé à travers quand même. Je ne peux que souscrire, et mes enfants avec moi, à tes valeurs. La seule chose, c'est que tout en étant rugby, tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est-à-dire que tout en étant rugby, tu peux aller à 2 ou 3... et Olivon a de la prestance et il a une vraie crédibilité sur la chose. Antoine est aux yeux de tout le monde un des meilleurs. Yeux, Antoine, mais ça s'est limité mais à ça. C'est ce que je vous ai dit. Oui. Il a fait les gros yeux. Oui. Si à un moment donné, tout en étant rugby, tu vas le voir, tu dis c'est bon, ça fait 2 fois, 3 fois, il y en a marre. Et là, s'il en a 2, 3 qui viennent en même temps et qui lui disent ok, fuck. Là, tu changes la mécanique. Ouais. Parce que tu es obligé de faire attention. Quand il y a eu des raffus avec la main devant, notamment sur le coude de Penaud, ils sont allés gueuler. Mais tu vois les Irlandais avec Sexton. Sexton, il a passé la première mi-temps d'Irlande All Black à aller voir l'arbitre, jusqu'à leur accompagner au vestiaire. Oui, non, est-ce que quand on l'a raccompagné au vestiaire, il y en a 2, 3 qui sont allés voir en disant mais on comprend pas le pourquoi, le machin, le truc. Là où je te rejoins, c'est sur Colby, sur la transformation. C'est qu'il est surpris, Ramos, et personne ne bouge et ça engage dans la foulée. En plus, en plus, je suis en train de revoir l'image. Colby fait 1m-2 en plus. Oui. Non mais ça serait Estebest qui fait 2,04. Mais en plus, il fait 1m-2. Donc c'est-à-dire qu'il arrive, voilà, il va vite. Non mais si c'est Estebest, c'est Captain America. Parce que là, à la vitesse à laquelle il devait faire les 25 mètres, il y a un vrai problème. Non mais ça n'étonne personne. Et effectivement, Colby court très très vite. Mais il y en a plusieurs qui courent très très vite. Et depuis la nuit des temps, j'ai jamais vu une transformation 22 mètres, plus de 25 mètres contrée. Jamais. Non, je suis d'accord avec toi. Par contre, normalement, ce type de course, on demande, enfin moi quand je joue à mon petit niveau, de le faire. Non pas parce qu'on espère la contrer, mais plus pour mettre perturber. Et si vous regardez les images, vous verrez d'ailleurs que, mais c'est normal parce que Ramos, en fait, dans sa concentration, il a mentalisé ce fameux 3e poteau, comme on dit. Hein, et donc, pour lui, en fait, il n'a pas. Il est dans sa bulle. Il le voit pas. Mais moi, j'ai pas de problème sur le fait qu'il le voit ou qu'il le voit pas. Oui, je comprends. Moi, le problème que je conteste, c'est le record du monde de Colby sur 25 mètres. Et qu'on ne conteste pas, surtout. Et qui est impossible à contester, puisqu'il y a un temps. Tu vois, TF1 montre qu'il démarre avant. Mais c'est même pas checké, ça étonne même pas personne. Attention, ce n'est pas checké. Mais personne, même au sein de l'équipe du TMO, ne le calcule. Et encore une fois, quand on a une contestation à faire, on le dit à la mi-temps. Et même normalement, regardez, TF1 produit les images, d'accord. Il y a pas. Non, c'est un signal international. C'est justement, c'est contrôlé par les Anglo-Saxons, ce qui explique aussi, ce qui explique encore autre chose. TF1 produit. Non, rajoute des caméras à eux, mais ça arrive aux Irlandais. T'as Sexton qui fait camp David devant l'arbitre pour lui dire c'est pas possible que le mec ait touché. Là, nous, on n'a rien dit. Ouais. On a été gentils. Mais tu as l'image qui me revient là, sur la dernière action de nos amis fidjiens, où le capitaine fidjien va voir l'arbitre. Il lui fait le signe comme ça. Il lui dit je vous demande de checker.
s'il vous plaît. Et il ne le fait pas. Il le fait pas. Ouais. Il le fait pas. Et d'ailleurs, Farrell, parce Farrell avait dégagé rapidement en touche, il lui refait faire parce que il fallait. Et 3 fois il lui dit. Mais à ce moment-là, aussi terrible que vont être mes mots, tu te dis les pauvres Fidjiens, parce que en fait, voilà, c'est une petite nation, etc. Les mecs se font. Bon. Bah, toi, en fait, oui, effectivement, sur ce coup-là. Je peux que te rejoindre. Alors, on va reparler des autres matchs. Donc ça, c'était le paramètre extérieur sur lequel on peut être en colère. Après, il y a des paramètres sur lequel on peut travailler. Et sur lequel on peut travailler dans le lobby, on peut travailler dans la gestion psychologique, on peut travailler dans le contour. Je veux dire, il y a un moment donné, en foot, on disait ça se joue à 11 et c'est toujours les Allemands qui gagnent parce qu'ils avaient une culture de la pression psychologique. Et pour ceux qui étaient nés comme moi, j'avais 22 ans, Séville en 82, c'est un scandale interplanétaire ce qui s'est passé. Pourquoi ça n'arrive qu'à nous ? Et à fin de compte, ça n'arrive qu'à nous. Et donc, voilà. Je pense que ça arrive à toutes les nations qui s'opposent aux British en rugby. Ça n'arrive pas qu'à nous. Les Fidji, ça leur est arrivé. Je me souviens aussi d'un match de demi-finale Australie-Écosse en 2015 où il y a une décision extrêmement litigieuse à l'encontre de l'Écosse qui doit normalement avoir une pénalité qui, si jamais il la passe devant l'Australie et doit aller en finale. C'est vrai qu'en règle générale, l'Écosse, la France, les Fidji, on est peut-être un peu moins bien lotis. Est-ce qu'on aurait besoin d'aller chercher des gens du Quai d'Orsay pour nous aider à faire de la diplomatie du sport ? A priori, on n'est pas non plus les plus grands acteurs en termes de diplomatie internationale à l'heure actuelle, me semble-t-il. Donc on va passer là-dessus. Le pays du TGV de Gaulle, du Concorde et des centrales nucléaires, c'est plus pour nous quand même. Donc on est passé à un autre stade. On est Disneyland pour les touristes et Paris et Saint-Tropez. Il me semble que Pierre, tu avais identifié un point à l'échauffement qui me semble juste quand on disait c'est un sport anglo-saxon et avec les anglo-saxons, dans les sports anglo-saxons, vaut mieux avoir des avocats avec soi. Oui, j'avais dit que dans la Coupe de l'América, qui est la plus vieille coupe de sport au monde, il y a autant d'avocats qu'il y a de gens sur le bateau par équipe. Et que si on prend la Ryder Cup, ça se joue aussi avant. Il y a toutes les grandes compètes qui sont gérées par les anglo-saxons. Il y a une pression psychologique et une dramaturgie psychologique qui fait partie du jeu. Et qui joue sur le règlement. Et qui joue sur le règlement, qui joue sur la juste phrase qu'on a le droit de dire sans 20. Moi, forcément, j'ai été très français parce que j'ai dit des gros mots et j'ai exprimé une colère. Jérôme a été beaucoup plus œcuménique, florentin et beaucoup plus british en fin de compte dans son approche. C'est notre british c'est le british de l'émission. Donc, non mais parce que il a cette mèche flamboyante et c'est ça notre problème. Voilà, regardez, il a l'œil vif et comme ça, comment il fait avec ça main, il va m'expliquer que je suis un petit garçon à qui il faut expliquer les règles. Très british. C'est très très british. C'est juste qu'il est beaucoup plus facile d'avoir l'oreille et l'écoute de celui qui est face à toi si tu y viens avec l'élégance du verbe que si tu arrives en étant en permanence dans l'agressivité. Tu prenais l'exemple de John Sexton. C'est l'exemple et Idoine. John Sexton, c'est quoi ? C'est un mec d'abord surcommotionné, machin, tout ce qu'on veut, ok ? Qui veut plus prendre un tampon. Donc il joue 10 mètres derrière, il attend que sa troisième ligne. Je t'attends en tour, mais j'ai un boomerang d'enfer. Attends. Je te préviens. Je me permets de te dire. Dear sir, j'ai un. C'est l'ego de ta part. Je te préviens. Mettez les protège-dents et les protège tibia. Non. Vas-y, alors explique-nous que Sexton, c'est l'exemple Idoine. Non, Idoine par rapport à ce qu'il fait. Comment il fait ? Il laisse d'abord les avants monter un peu en pression, etc. Il fait dans un temps premier, il fait toujours comme ça. Dans un temps premier, il va calmer un peu tout le monde. L'arbitre, vous voyez, regardez, je calme. Et c'est John Sexton. Je joue ma dernière Coupe du Monde. Je ne sais pas les propos exacts qu'il a tenus, mais effectivement, il n'a pas arrêté pendant ce match-là. Il n'a pas arrêté de le faire. Okay, sauf qu'à un moment donné, là où ça ne fonctionne plus, c'est lorsque sur le terrain, dans le jeu, vous ne faites pas la différence. Vous ne la faites plus. Et c'est là qu'arrive la limite de ce que, je comprends ton langage corporel, il n'y a pas de souci, c'est là ta limite. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu sois dans le jeu. Si tu n'es pas dans le jeu, si tu ne t'invites pas, si tu prends 3 essais sur 3 incursions, tu
peux faire tout ce que tu veux. Eh oui. Et l'arbitre, il va te dire, oh, c'est pas moi qui prends les essais. Hein. Alors, donc, le boomerang, je te l'envoie. Ça, c'est Merci cadeau. de nous avoir fait l'apologie de John Sexton, l'exemple idoine. Rappelez-moi, il a été suspendu combien de semaines pour avoir insulté un arbitre le jour de la finale de la Champions League où il n'était même pas sur le terrain comme joueur. Donc effectivement, il est loin de garder ses nerfs et il est comme les autres quand il y a un monceau d'injustice ou quand il est sur la colline en train d'affronter l'ennemi. Et je pense que hier, c'était quand même une bonne partie d'hommes. Je pense que ta lucidité t'en perd en partie. Sauf que, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on joue une Coupe du Monde à domicile. Le public a joué, qui a fait son boulot. Mais sauf Il que n'a pas joué si bien que ça. Il a joué la première Ensuite, on est à domicile. Si tu montes le public, tu fais un body language où tu en as 2-3 cadres qui vont expliquer à l'arbitre qu'il y a un moment donné, ça suffit, le machin truc. Tu fais monter la sauce, grave. Oui, mais sauf que Et tu as on l'a entendu pas ce que fait. Colissi a dit. Colissi, il a expliqué aussi que toute la semaine, ils se sont entraînés avec des énormes enceintes dans lesquelles étaient reproduits les chants de Marseillaise du public Mais français, ça, c'est- notamment ce qu'ils avaient entendu Jérôme. à Marseille quand on les avait battus. On en revient pour Ça, être c'est du d'accord. mental, c'est-à-dire que mentalement, toute la semaine, ils parles se de sont l'arbitre, préparés. Non, mais là, Mais Pierre là, parle on- de l'arbitre, pas on- de on- l'adversaire. On en revient, Non, mais pas on en de- revient, sur- on en sur revient. l'arbitre, sur l'adversaire. Il y a plusieurs facteurs pour expliquer la réussite de l'Afrique du Sud. Il y a leur qualité première, Indéniable. il y a leur victoire sur le terrain et dans les esprits, Tactique. et il y a des paramètres internes qui sont liés à nos propres faiblesses, plus de paramètres externes. Pour l'instant, on ne traitait que du paramètre externe qui était l'arbitrage, sauf qu'au lieu de dire il n'y a pas que l'arbitrage sur le terrain, il y a l'arbitrage avant le match et il y a l'arbitrage sur le match. Donc voilà, on a fait un débat, on a 1 heure à tenir, donc on va pas forcément faire tout là-dessus, mais moi, ma colère, elle vient du fait que c'était quasiment prévisible. Et ça, c'est énervant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, on est toujours les cocus français parce qu'on ne sait pas faire. Et parce qu'au niveau du monde anglo-saxon, on n'est pas invité. Et on est d'autant plus pas invité qu'on n'est même plus membre du club. Et que Parfois, il y a des clubs, tu sais, où on Ouais. peut en être membre. Hein. Et puis moi, je préfère garder l'âme poète que Oui. l'on peut avoir, latin je pense l'on que, peut je avoir. pense que Jérôme est un fervent supporter de Clermont-Ferrand C'est- et qui donc préfère avoir perdu Alors, Coupe pas du tout, d'Europe tu sais, alors, et top 14 pour Ah, s'être je vais fait te dire, enfler alors, dans tu les te trompes coulisses. parce que Non, mon j'en cœur, atteste. mon cœur est rose et bleu. Oh là. D'accord 14 boucliers de bonus, messieurs. Ouais, ouais. S'il vous plaît. Pour revenir un peu aux choses du rugby et à ce qui s'est passé sur le terrain en dehors de la personne qui a arbitré, en dehors de celui qui avait le sifflet, on a le sentiment quand même que les deux équipes avaient très très bien préparé le match avec un sens tactique très affûté. On l'a vu dès les premières minutes avec l'équipe de France, notamment le jeu par-dessus, une ligne de défense sud-africaine extrêmement forte et un jeu au pied par-dessus qui a payé d'ailleurs. On a marqué le premier essai et on a failli marquer le deuxième là-dessus. Quant à l'Afrique du Sud, des transversales, des chandelles un peu transversales derrière l'ailier, ils ont trouvé le point de faiblesse. Est-ce qu'on avait plus de faiblesse que les Sud-Africains ou est-ce qu'ils ont mieux exécuté leur préparation tactique, Vincent ? Moi, je serais sur le deuxième point, sur un point d'exécution, mais pas sur l'exécution offensive, parce que je pense qu'on a été bon aussi dans l'exécution offensive. J'ai l'impression que c'est plutôt dans l'exécution défensive, surtout sur la première mi-temps, où on prend 3 essais sur 3 fautes, alors que les 3 essais qu'on marque, c'est sur notre schéma et on va le chercher, on va les chercher. Donc j'ai plus l'impression que... Alors, on a longtemps parlé en avant-match de est-ce qu'on saura tenir la pression psychologique et autres. J'ai l'impression qu'on était au rendez-vous, mais si on regarde, il y a 5-6 fautes qui nous coûtent le match. Mais Jérôme, mais qui a un œil beaucoup plus journalistique que moi, mais quand je regarde le match sur la première mi-temps, je me dis qu'on est au-dessus des Africains. Oui. Honnêtement. Oui, je suis d'accord. On tourne avec Mais 2 points d'avance ouais. et je me dis, mais on devrait en avoir 18 ou 20. Ouais. Et je suis pas. Et pour moi, tactiquement, enfin, le plan d'exécution de la première mi-temps des Français avec son équipe premium, il était merveilleusement réalisé. Sauf à avoir un manque d'efficacité défensive sur des carences de 2 ou 3 joueurs qui ne nous avaient pas habitués et visiblement il y a eu problème. Mais quand il tourne à la mi-temps, tu te dis
En seconde, on va les enfoncer. Si ce n'est que à la 44e, juste à l'entame de la seconde mi-temps, coup de théâtre et peut-être coup de génie tactique de la part de Rassi Erasmus, qui est le patron du rugby sud-africain. Il fait son coaching, alors que normalement le coaching intervient entre la 50e et la 60e. Ils sont 14. Il joue à 14, il met du 109, il change une charnière, il met des joueurs devant qui sont des ratagazes dans les rucks, on l'a bien vu, notamment ce Quagga Smith, il ne sent pas grand-chose, il fait un 78 pour 95 kilos, et pourtant... il fait rentrer Coq, l'ancien il fait rentrer le pilier du Stade français Corps, effectivement. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'on a la preuve que la tactique sud-africaine a un coup d'avance sur la France? Et on ne dit pas qu'elle est meilleure, on dit juste que est-ce que c'est lui qui a le manche? Ou bien est-ce qu'on a l'impression que la France, comme souvent, en seconde mi-temps, va faire la différence et que quelque part, on reste la main sur le guidon? Si tu veux, le plan tactique de la première mi-temps, il serait plutôt français dans la gestion et dans la qualité rugbyistique. Voilà, mais il n'y a que 3 points d'écart. Mais il n'y a que 2 points d'écart. Ouais. Donc, en fin de compte, on n'est pas efficace. Et que la deuxième mi-temps, le plan tactique, il est clairement gagné par les Sudaf. Et il est gagné à la fois par un plan tactique, et comme dirait mon ami Jérôme, il est servi par les hommes. Parce qu'il faut les joueurs pour livrer le plan. Et les joueurs de l'Afrique du Sud qui rentrent, les finisseurs de l'Afrique du Sud, sont 2 fois meilleurs que les Français. Et que les finisseurs français. Ouais. 2 fois meilleurs que les finisseurs français. Et chose aussi importante. La première ligne, c'est... Alors ça, on va y venir, mais n'oubliez pas, parce que moi, le premier, je me suis dit, putain, mais ça veut dire que... En fait, parce que moi, j'ai toujours cette phrase, je dis, je joue pour le collectif joue pour moi. Quand vous êtes capable, à la 44e, de sortir Colissi, votre âme, votre guerrier, votre capitaine, ça veut dire que là, t'es venu avec réellement, oui, des finisseurs. C'est-à-dire que c'est un esprit de corps. C'est calculé. Oui, mais on revient là, pour le coup, je suis d'accord, Pierre, avec toi. Là, ils étaient unis. Je dis pas que nous, on l'était pas. C'est juste quand tu es capable, tu sors ton capitaine. Ça veut dire que ton truc, tu l'as préparé. Et je rappelle juste au passage que Estevez est sur le banc, mais il est sous le coup du bunker. C'est-à-dire que son jaune peut se transformer en rouge. Et malgré ça, ça ne change pas. En deuxième mi-temps, tu sais déjà qu'il reste jaune. Oui, on le sait. Oui, mais ce que je veux dire, dans l'esprit, ça ne change pas l'attitude, le fonctionnement. On a décidé ça, on va faire mais ça. le banc des Springboks a été meilleur que celui des Français, largement. Ah bah dans l'utilisation. Et c'est là où on peut avoir des regrets, non pas éternels, mais on peut se demander si un Julien Marchand... en complément de Julien Marchand, VMC, des grands absents. Mais encore une fois, les Sud-Africains aussi ont cassé des joueurs. Les Sud-Africains aussi ont dû jouer avec des blessés. Oui, ils ont pété Marx, donc du coup... Voilà, Marx carrément. Vous vous rendez compte à ce niveau-là, on était à égalité. Mais le problème, c'est que là où les Boks sont très forts en deuxième ligne, on aurait eu besoin d'un VMC en plus de Romain et de Woki et de Flamand. Est-ce que dans les 23 joueurs qui étaient sur la feuille, on n'avait pas de quoi gagner? C'est bien sympa de parler d'absents, mais... A priori, non. A priori, non. En tout cas, le score, a priori, non, parce que la première ligne qui rentre, ils sont sûrement des très bons joueurs, mais à ce niveau-là, ils n'étaient pas invités, parce que derrière, on prend la marée. En première ligne, c'est une catastrophe. Pierre, on peut gagner 2 points avec les mêmes joueurs. Oui, mais ça, c'est ça. Ça, c'est un des problèmes dans l'entreprise. C'est que tu peux remporter un marché. Mais est-ce que pour autant tu aurais pu quand même faire mieux et être meilleur? On peut toujours faire mieux. On peut toujours. Alors le problème c'est que ce que je veux dire, c'est que la défaite, elle se prépare dans le lit de la victoire. Oh. Et donc, ce sera la phrase de la semaine, mesdames et messieurs. Ce que je veux dire par là, je vais la noter en lettres de sang sur ma cheminée. Sur le principe, c'est que on l'a déjà vu sur l'Uruguay. Le match de l'Uruguay, on a la même première ligne et ils se font déjà tancer. Qu'est-ce qu'on va espérer contre les Boks? D'accord. Donc, moi, si on peut gagner le tournoi du Grand Chelem, on peut faire Grand Chelem la saison prochaine et dire on est les rois du monde nouveau. Moi, je pense qu'il y a des vraies carences et il y a des points d'amélioration entre les vieillissements et des gens qui sont pas totalement au niveau. On n'a pas de bis. Et on le voit sur le talonneur. Movaca, c'est l'équivalent. Meilleur joueur français. Ouais, mais c'est l'équivalent de notre numéro 1. Quand t'as Cross et Gelon ou Olivon, Aldrid, t'en as 4 pour 3 places.
Mais ça tient la route. Ça tient la route. Mais sur les piliers, on n'a pas la même densité. Et Bourgarit, que j'aime beaucoup, qui fait un super job à La Rochelle, il est un peu en dessous. En tout cas, il arrive sous la mitraille. Hein. Il arrive alors que le pack sud-africain a pris l'ascendant. Il arrive alors que eux montent en température et ont une sorte de second souffle, alors que nous, on commence à s'affaisser. Vous n'avez pas trouvé que les 15 dernières minutes, ça se délite complètement. Oui, on respecte plus les cellules. Je dirais pas du hurrah rugby, mais on y va à l'énergie. On y va comme une cavalerie qui va charger, mais on n'est pas dans le plan. Si vous regardez bien l'Irlande contre la Nouvelle-Zélande, et on en parlera tout à l'heure, jusqu'à la dernière seconde, oui, ils jouent leur plan. Ils gardent leur plan. À ce niveau-là, ils sont très très forts. Ça, c'est d'un point de vue de notre attaque à la fin pour rattraper ce misérable point. Maintenant, d'un point de vue de la défense, et si on fait un parallèle, et on va en venir à ce match-là, entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande, si on avait été la Nouvelle-Zélande recroquevillée sur sa ligne pendant 34 temps de jeu, 38 temps de jeu et 5 minutes de temps effectif, j'ai la faiblesse de penser que la France aurait cédé. La France aurait cédé. Donc, quelque part, il nous manque quelque chose en attaque, il nous manque quelque chose en défense. Ouais, mais ce qui est impressionnant sur les All Blacks sur la fin de match, c'est que physiquement, ils ont du gaz. Alors là, c'est plus que moi impressionnant. Ouais. C'est de même que pour les Springboks hier. J'ai un petit point d'interrogation. Ouais, alors justement, avant de parce que moi, je les ai jamais vus capot ouvert, alors que moi, je préfère, encore une fois, ok, moi j'adore la poésie, hein, mais je préfère avoir des mecs capot ouverts, ça me semble humain et naturel, que des mecs qui sont jamais que d'avoir une vague de décès à 45-50 ans, des mecs qui ont joué, qui ont gagné la Coupe du Monde. On puisse inviter la génération de 95. Ouais, Saint-André, Sadourny, ils sont tous là. C'est là, Ménel, j'en passe des meilleurs, ils sont tous vivants. C'est vrai que tout ça, les Sud-Africains opposés, je crois qu'il y en a déjà 5 ou 6 qui sont décédés par des maladies neurodégénératives. Parenthèse refermée parce que on n'a rien compris. Non, mais le constat est visuellement que les All Blacks sur la fin de match contre les Irlandais, ils sont avec plein de jus. Que nous, on a vanté la préparation athlétique de Thibaut Giroud, et je pense que les Français parce que là où on doit rendre un immense hommage au staff de l'équipe de France, c'est qu'entre l'équipe de France il y a 4 ans et l'équipe de France d'aujourd'hui, c'est pas du tout, on n'est pas dans la même catégorie. Aujourd'hui, on est dans les 4 meilleures nations mondiales. Avant, on était dans les 8 parce qu'il n'y en a pas 9 ou 10. Et ça joue très bien, il y a de gros résultats. Et avec un vrai état d'esprit. Avec un vrai état d'esprit, d'un vrai plan de jeu, des vraies méthodes d'entraînement. Enfin, on n'est pas capot ouvert dès la 30e minute. Donc là, on a fait un saut qualitatif énorme. Je veux dire, le travail que Fabien et son équipe ont fait avec les moyens que Bernard Laporte avait su leur mettre à disposition, il est considérable. On a passé 2 galaxies sur la chose. Néanmoins, on n'a pas trouvé une équipe de 30 mecs ou de 28. Là où les Boks ont visiblement une équipe de 22. Et pourtant, les clubs pro ont joué le jeu là. Non, mais les clubs pro ont super bien joué le jeu. Il faut le dire aussi, parce que jusqu'ici, c'était toujours un de nos points faibles. D'accord, mais... Donc ça va mieux. Ça va pas bien, mais ça va mieux. Non, si tu penses que Ficou a fait un super match, que Penaud a été à la hauteur, alors on va dire il a marqué des buts, mais il les a marqués contre les Italiens, les Namibiens, dans d'autres considérations. J'aimerais bien intervenir là-dessus, et c'est très important, et on clôturera avec l'équipe de France pour passer aux autres matchs de quart de finale. Quand vous regardez le nombre de sélections des 2 équipes, c'est absolument ahurissant. Je crois que l'équipe d'Afrique du Sud est entre 850 ou 860 sélections quand vous faites le 15 majeur. La France, on est largement en dessous. Vous ne trouvez pas quand même que l'expérience, le fait que vous ayez un pack entier de la part des Sud-Africains qui étaient déjà champions du monde, est-ce que ça ne joue pas justement la connaissance de ces matchs? C'est pour ça que l'équipe de France sera meilleure en Australie. Voilà. Donc voilà, restons patients, restons encore une fois optimistes. C'est une défaite d'1 point, mais elle laisse présager des lendemains qui peuvent chanter. N'oublions pas qu'on est 3 fois de suite champion du monde des moins de 20, une nouvelle génération, un staff qui va s'aguerrir. Ouais, à la condition que nos petites têtes blondes prennent pas trop de cocaïne ou fument pas trop de pétards. Oui, ça c'est pour celles et ceux qui sont intéressés, non pas par les produits stupéfiants, mais par la problématique d'un joueur professionnel qui a été pris la main dans le pot de confiture. Regardez les réseaux sociaux où l'équipe de ce matin, c'est marqué en noir sur blanc. Voilà. Merci pour cet échange sur l'équipe de France.